Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut d'études avancées de Paris pour la rencontre inaugurale de ce cycle, hein, Mesurer la valeur de notre monde, cycle qui est conçu par notre présidente Bettina Laville. Écoutez, bonsoir à tous. Merci pour certains de revenir parce que je reconnais des visages qui ont suivi le cycle de l'année dernière sur les biens communs. Nous avons choisi, Sadi et moi et toute l'équipe du LIEA, le thème de la mesure. Alors, au départ, on m'a dit c'est bien austère. Et puis, en fait, pas du tout. C'est d'une part passionnant, d'autre part extraordinairement actuel pour toutes sortes de raisons. Et nous avons conçu, comme l'année dernière, 5 séances. Et c'est aujourd'hui la première. Alors, vous avez reçu ou regardé sur le site, je ne sais pas, la problématique que nous avons essayé de développer. C'est vrai que nous sommes dans une quantification du monde, pour reprendre l'expression d'un de vous autour de la table très souvent, et que tout se mesure. Alors immédiatement, on pense aux sondages qui sont à peu près faits tous les jours, à peu près sur tout, mais on pense également au fait que, par exemple, depuis eh bien aujourd'hui 2 ans, on a un reporting extra-financier, comme on dit, c'est-à-dire une comptabilité qui est bien au-dessus de tout ce qui est comptabilité classique et comptabilité de la nature, et cetera. Donc la nature, ce qui était, c'est pour ça que j'ai mis en commençant la fameuse citation de Shakespeare, hein: «Misérable est l'amour qui se laisse mesurer». Eh bien, en fait, on mesure, alors l'amour, je ne sais pas, mais en tout cas le bonheur, puisqu'il y a des mesures du bonheur, et on mesure un ensemble de valeurs. On quantifie un certain nombre de valeurs et parfois on a l'impression que le chiffre, le nombre, pas tout à fait la même chose pour les mathématiciens, finalement, envahit tout, et que la valeur, au sens de ce qui justement ne se compte pas, disparaît dans cette société. C'est ce qu'on appelle effectivement l'excès de quantification, d'une part, ça a même un nom d'ailleurs, et d'autre part, c'est très souvent aussi ce qu'on appelle la perte de valeur et tout. Ça nous a paru quand même dans ce moment de grande interrogation un sujet très important. Alors évidemment, il y a toujours une part d'actualité, mais je n'ai absolument pas l'intention de demander à mon voisin de gauche le nombre de tracteurs qu'il y a autour de Paris, ou de tanks, mais je suis sûre qu'il l'a, voilà. Et donc, en fait, on va faire 5 séances. Donc, celle-ci est une séance un peu introductive. L'autre, la prochaine, va en fait porter sur la mesure de la nature. Ensuite, on s'occupera de la mesure des villes. Ensuite, on traitera la mesure de l'égalité, vaste sujet, et on terminera par la valeur elle-même, c'est-à-dire mesure du bonheur, et cetera, sans aller jusqu'à la mesure de l'amour, comme je viens de le dire tout à l'heure. Alors, je vais peut-être vous présenter mes invités, dont vous avez sûrement connu peut-être mon voisin de gauche, parce que vous le voyez très souvent, il vous commente un certain nombre de chiffres, d'opinions, etc. C'est Jean-Daniel Lévy qui dirige l'Institut Harris. J'en profite d'ailleurs pour le remercier très chaleureusement, parce que c'est Roland Quérol qui devait être là, et Roland a eu un petit problème de santé. Il va mieux aujourd'hui, mais il ne pouvait absolument pas se déplacer. Et j'ai autant de plaisir à accueillir, enfin, j'aurais eu beaucoup de plaisir à accueillir Roland, qui est en plus un ami personnel, mais j'ai infiniment de plaisir à vous accueillir et par conséquent, moi, de vous connaître. Alors, on dira tous les très nombreuses choses que vous avez fait ensuite. Ensuite, nous avons Valérie Charol, qui est une spécialiste, j'ai envie de dire, ou de la comptabilité ou de la non-comptabilité. En tout cas, c'est une philosophe qui s'occupe de valeurs, on en parlera tout à l'heure, et qui a
produit un livre là-dessus dont elle va très certainement nous parler. Alexandre Rambaud a créé, je crois, hein, à AgroParisTech, la chaire de comptabilité écologique. Hein. J'ai toujours entre environnemental et écologique. Nous nous étions rencontrés il y a 5 ans et moi, ce que vous aviez raconté m'avait absolument passionné. En plus, je crois qu'il y aura un débat intéressant entre Valérie et Alexandre, parce que parfois ils ont des manières d'aborder le sujet qui n'est pas tout à fait les mêmes. Mais alors, je me suis dit quand même qu'il fallait commencer ce débat par un mathématicien. Je veux dire, voilà, il n'est pas de doute, on mesure, on quantifie, on mesure avec des chiffres. Et j'ai donc demandé à Cédric Villani, mais Cédric est, comment dirais-je, professeur, voilà, Cédric, voilà, bonjour Cédric. Cédric est à l'Université de Lyon, il finit juste de donner son cours. Donc, il a quand même très gentiment accepté. Et donc, il va nous donner sa vision des chiffres. Alors, vous savez, il est quand même médaille Fields, donc je pense qu'il sait ce dont il parle. Mais alors, je me demandais, en arrivant, si je l'avais invité à cause de son immense savoir en mathématiques, couronné donc par la médaille Fields, ou alors si je l'avais invité pour la manière dont je l'ai connu moi, c'est-à-dire l'auteur, l'inspirateur du manifeste du crapaud fou. Donc ça, c'était en 2017, je crois. En fait, c'est comme ça qu'on s'est croisés la première fois, parce que je trouvais que c'était diablement intéressant par rapport à tout ce qui était transition. Alors, bon, c'est une plaisanterie. C'est avant tout un très grand mathématicien. C'est un homme en plus engagé dans la société. Alors, finalement, Cédric, c'est toi qui ouvre cette séance. Je crois que tu vas être... tu as disparu, mais tu vas revenir. Il va être obligé de partir à la demi pour terminer son cours, d'après ce que j'ai compris. J'ai pas compris s'il pouvait revenir. J'ai pas compris si tu pouvais revenir pour discuter avec nous, mais tu vas nous le dire. Hein. En tout cas, moi, je te pose d'abord pour que tu nous introduises le sujet. Le sujet global est évidemment dans notre thématique globale de l'année. Une question très vaste, mesurer la valeur de notre monde, mais finalement, c'est à toi à qui on pose le premier la question, les chiffres mesurent-ils l'essentiel? Mes chers amis, on va parler de nombre et on va parler de la valeur du monde. Il y a 2 grandes citations, connaissent tous les mathématiciens, toutes les mathématiciennes, qui lient le monde aux chiffres. L'une, c'est la vision de Pythagore, selon laquelle bien des choses dans le monde s'expliquent par les rapports entre les nombres. Et l'autre, c'est la citation de Galilée, nous disant l'univers est écrit en langage mathématique. Quand il parle langage mathématique, il entend aussi bien des nombres que des figures géométriques. Un mathématicien, dans l'imagerie habituelle, est un bon calculateur. Ils sont quantités. Les gens qui ont pu me poser la question à la médaille Fields, est-ce que c'est que vous calculez plus vite que les autres, que vous faites des calculs plus précis, etc. Et on détrompe systématiquement en disant, certes, la mathématique a été développée comme l'art de bien calculer, mais l'essence de la mathématique, au moins depuis qu'elle est passée par la Grèce antique, est dans le raisonnement qui mène au calcul, pas dans le résultat lui-même. Tant et si bien d'ailleurs que maintenant, surtout à une époque où nous avons des ordinateurs qui calculent beaucoup mieux que nous, vous avez bien des mathématiciens qui sont juste des brels en calcul. Vous en avez qui connaissent même pas leur table de multiplication et qui, s'ils sont mathématiciens, et pour certains s'ils sont célèbres, c'est parce qu'ils ont su échafauder des raisonnements, montrer que tel concept est lié à tel autre, des raisonnements qui peuvent être parfois des démonstrations de plusieurs centaines de pages dans lesquelles c'est tout juste s'il y a un nombre ici ou là. Ce sont des raisonnements qui font intervenir des nombres indirectement, mais ces nombres sont symbolisés par des inconnus. Ce qui intéresse les gens, ce sont les relations entre ces nombres. On peut citer un autre penseur bien connu de l'Antiquité, Aristote, et faire le lien avec la notion de beauté. Quand Aristote parle de beauté, il dit
dans l'un de ses discours, il y a 3 valeurs cardinales pour la beauté, qui sont la précision, l'ordre et la commensurabilité. Qui dit précision pense évidemment aux chiffres, aux nombres et à la façon qu'on les calcule avec les nombres pour donner des résultats avec une précision infinie, arbitraire. C'est quelque chose qui a été majeur dans toute l'histoire mathématique. On a retrouvé même des tablettes de la Babylone antique qui datent de presque 4000 ans, dans lesquelles il y a une valeur approchée de racine carrée de 2 au millionième près. Et qu'on soit clair, à cette époque-là, il ne pouvait y avoir aucune application pratique, pas la moindre application pratique pour laquelle ce soit intéressant d'avoir autant de chiffres significatifs. C'était uniquement pour le plaisir de faire le calcul avec une très grande précision. Mais donc, précision est le premier attribut de la beauté selon Aristote. Les 2 autres attributs sont l'ordre et la commensurabilité. La commensurabilité peut être la relation qu'ont de nombres, d'être commensurables l'un avec l'autre, mais plus généralement, on peut dire la commensurabilité entre des concepts et des idées. Et l'ordre est cette idée de la classifier. Classifier le nombre, en trouver le monde, en trouver des principes sous-jacents. Ça, c'est le boulot des mathématiciens. Et Aristote en parle comme des principaux attributs de la beauté, mais continue dans le même discours en disant que ce sont aussi les principaux attributs mathématiques et que c'est bien pour ça que le raisonnement mathématique est la plus belle des formes de raisonnement parce qu'il combine ces 3 attributs. Et en mathématiques, de façon très forte, certes, il y a des chiffres qui sont sous-jacents et à la fin, les calculs peuvent aboutir à des chiffres, mais ce qui compte, c'est le raisonnement, la formule, les hypothèses. Et je vais développer là-dessus par rapport à notre sujet. Et un petit mot aussi, on est sur un sujet où on va parler de nombres et de valeurs tout au long du cycle, n'est-ce pas, la valeur du monde. Qui dit valeur dit des choix ou des prises de position qui peuvent venir d'une théorie morale, qui peuvent venir de théories utilitaristes, mais il va y avoir, qui peuvent être liées à des questions politiques. Qu'est-ce que la cité doit mettre au-dessus des autres? Et donc, il s'agit de faire le lien entre des mesures et des choix. Des choix d'individus qui décident de ce qui est le plus important pour lui ou des choix de société. Derrière, il y a forcément un modèle sous-jacent, il y a éventuellement une recréation du monde. Quand on passe de la réalité au modèle mathématique, le modèle mathématique, lui, existe dans l'abstrait, il y a comme la création d'une image ou d'un miroir du monde réel dans cette réalité mathématique. Qui dit modèle? Le modèle existe dans le monde mathématique, la réalité existe dans le monde réel. La conjonction entre les deux se fait par une opération de modélisation, ça peut être du raisonnement, des calculs, ça peut être le fait que ça marche avec l'expérience, c'est variable. Et cette opération de recréer un monde, c'est exactement ce qu'on va appeler une démarche poétique. La démarche mathématique est de recréer dans un monde d'idées, dans un monde de concepts, quelque chose qui est à l'image du monde réel, qui peut en être déformé, dans lequel on va changer telle ou telle loi, faire telle ou telle hypothèse, mais recréer un monde. On est là dans une démarche poétique et on fait le lien avec un autre ouvrage que j'ai publié il y a quelque temps, empruntant le titre à un célèbre intellectuel sénégalais, la citation « Les mathématiques sont la poésie des sciences », insistant bien sur l'aspect poétique qui est sous-jacent à la création mathématique. Maintenant, il y a eu une époque dans notre histoire où les questions politiques, les questions morales et les questions scientifiques ont été plus liées qu'à aucune autre époque, et cette époque, c'est la Révolution française. Et vous y trouvez d'abord nombreux mathématiciens qui aboutissent aux plus hautes responsabilités. Napoléon est enfant de cette révolution de son esprit et reste à coup sûr celui de nos dirigeants qui avait le plus solide bagage mathématique. Mais vous avez toutes sortes de responsabilités qui sont prises par les uns et les autres. Et plusieurs projets lancés à cette époque-là pour repenser, remodeler la politique en se basant sur les sciences et en partie en tirant l'inspiration dans les sciences naturelles. Le plus spectaculaire est à fond dans notre sujet. Il s'agit de la mesure de la Terre pour définir le mètre. Projet lancé dans le sillage de la Révolution française, projet emblématique de l'histoire française et de l'histoire des sciences. Et la première pierre dans le grand édifice du système d'unité universelle. L'histoire est connue, et c'est Talleyrand qui fait le discours à la Convention, qui lance les choses en disant, voilà, nous avons plein d'unités de mesure, ça fait longtemps qu'on demande une unification de ces unités de mesure, on va commencer par la distance,
C'est le rôle de la France que de le faire de façon universelle, c'est une urgence. Et on décide qu'on va modeler la mesure du mètre, la définition du mètre sur la taille de la Terre. Le mètre, ce sera la 40 millionième partie du tour de la Terre. Et on trouve que c'est une urgence vitale, alors que la France est en guerre avec le monde entier ou presque, que d'envoyer 2 mathématiciens mesurer le méridien de Paris avec la plus grande précision possible, et que ça servira à définir le mètre. Qui s'appelait Delambre et Méchain. Leur épopée est un roman d'aventure. On a fait des romans où ils doivent, pendant des années, ils partent en expédition, ils affrontent la guerre, ils sont pris pour des sorciers par les paysans qui ne comprennent rien, ils sont pris pour des espions, etc. Ils se retrouvent prisonniers, malades, mutilés, ils affrontent la crise économique, la faim, la soif, tout. La lettre de mission qui leur est confiée, à cette époque-là par l'Académie des sciences, leur dit c'est la mission la plus importante dont un humain ait jamais été chargé. C'est vous dire le niveau dans lequel on prenait ces questions scientifiques à l'époque au plus haut niveau politique. Bien plus tard, ça a été aussi l'occasion du premier colloque scientifique de l'histoire, quand les mathématiciens se réunissent du monde entier à Paris, des années après, pour examiner ensemble les résultats de Delambre et Méchain et y confronter leurs théories géométriques et tout ça. Premier colloque scientifique de l'histoire. Deuxième épisode que j'évoquerai, dans lequel les questions fondamentales de représentation du monde et les questions de mesure ont eu lieu. Cette fois, l'épicentre était en Angleterre, pas en France. C'était la grande querelle entre Kelvin et Darwin, au milieu, vers les 2 tiers du 19e siècle, pour la mesure de l'âge de la Terre, avec un Darwin persuadé que la Terre est âgée de plusieurs milliards d'années et un Kelvin qui, démonstration physique et mathématique à l'appui, annonce que la Terre a au plus 24 millions d'années. Un schisme et une crise scientifique comme on en a rarement connu. Le calcul sur lequel se base Kelvin, en fait, il est bien plus ancien et il remonte lui aussi à la Révolution française, il est dû à Fourier. En 1820, Fourier publie une formule permettant d'estimer l'âge de la Terre à partir d'un modèle de refroidissement de la Terre et à partir de la mesure de certaines grandeurs comme la température de fusion du fer ou le gradient thermique, savoir de combien, quand on s'enfonce dans la Terre, en moyenne, on augmente la température. Vous savez, quand on va dans les mines, la température devient étouffante. En fonction de cette vitesse d'augmentation de la température, on déduire l'âge de la Terre. Donc là aussi, vous voyez, la France était au départ dans cette question et Fourier le premier à se poser la question, est-ce qu'à partir d'un modèle mathématique, je peux mesurer l'âge de la Terre? Dans le premier cas de Delambre et Méchain, il y a eu une erreur dans la mesure. L'erreur semble minuscule. Ils se sont plantés d'environ 2 dixièmes de millimètre, mais c'était une honte pour eux. Et l'erreur a été trouvée bien plus tard. Méchain a été obsédé toute la fin de sa vie par cette erreur qui l'a tourmenté de façon monstrueuse. Ils étaient convaincus que la précision était bien supérieure et ça l'a juste anéanti, cette erreur qu'il a longtemps dissimulée. Tout un roman, l'erreur de Méchain. Dans le deuxième cas, l'erreur était monstrueuse. Hein. De 24 millions d'années à 4,5 milliards d'années, il y a un monde énorme. Et dans un cas comme dans l'autre, cependant, l'erreur était pas tant sur la précision. Dans un cas comme dans l'autre, c'était les meilleurs calculateurs, les meilleurs estimés, le nec plus ultra de tout ce qui était en matière de mesure. L'erreur était une question de modèle sous-jacent. Spectaculaire dans la question de Kelvin et de Fourier, le modèle sur lequel il se basait était celui d'une Terre solide qui se refroidit. En vrai, on sait que du fait de la convection, il faut considérer la Terre comme étant avec un intérieur liquide ou en partie liquide de l'échelle où il se place. Et Huxley, l'un des admirateurs de Darwin, dans le débat gigantesque qu'il y a à cette époque, a une extrêmement belle phrase pour parler de cette formule. Alors, il y a une très belle formule de Fourier. By the way, Fourier donne la formule, très belle, il dit le temps, c'est 1 sur pi fois la capacité calorifique du fer, fois le carré du quotient de la température initiale, moins la température extérieure divisée par gamma. Une super jolie formule, et il ne fait pas l'application numérique. Il a la très belle formule, et surtout, il se garde de faire l'application numérique. Peut-être pressentant que s'il faisait l'application numérique, il allait se ridiculiser au jeu de l'histoire, alors que son raisonnement, lui, était très joli. Huxley argumente en disant « La mathématique peut se comparer à un moulin d'une facture exquise qui peut moudre de la matière à n'importe quel degré de finesse. Cependant, ce que l'on en tire dépend de ce que l'on y a mis,
et de même que le meilleur moulin du monde n'extraira pas de la farine de blé de cosses de petits pois, ainsi des pages de formules ne fourniront pas un résultat fiable à partir de données imprécises. Il argumente extrêmement bien. Le calcul est magnifique, mais le modèle peut-être n'est pas le bon, est grossier. Et je vais en tirer là la première, dans les messages, je vais donner le premier, il est là. Pour un mathématicien, certes, le résultat à la fin peut être important, mais bien plus important, il y a le modèle sous-jacent. C'est là que se nichent les graves erreurs et c'est là qu'est l'important, la représentation du monde sous-jacent. Et bien souvent, les erreurs viennent de ce qu'on ne reconnaît pas, les erreurs de modèle. Alors, aujourd'hui, des exemples. Et ma troisième remarque aussi, derrière un calcul, il y a toujours les hypothèses et une modélisation sous-jacente. Exemple tiré de l'actualité récente. Quand on nous dit, pour ce qu'on doit rechercher en bilan carbone dans le monde entier, c'est 2 tonnes par individu, équivalent 2 tonnes de carbone par an par individu. Okay, le fameux 2 tonnes. Derrière ce calcul, il y a une hypothèse politique extrêmement forte. Et cette hypothèse, c'est qu'on répartit également à travers tous les citoyens de l'humanité le droit de contribuer au bilan carbone. Même chose dans le fameux calcul controversé de Jean-Marc Jancovici pour dire chacun d'entre nous ne devrait prendre l'avion que 4 ou 5 fois dans sa vie. Derrière, il y a un certain nombre d'hypothèses sous-jacentes, certaines scientifiques, d'autres politiques sur la répartition égale de cette charge, et ainsi de suite. Et on peut faire la même chose très exactement sur des rapports ou des exposés qui ont tenté de mettre le monde en équation pour résoudre tel ou tel problème politique. Le plus célèbre à coup sûr et qui s'est incorporé dans le corpus canon, si je puis dire, l'écologie politique, étant le rapport Meadows. Dans le rapport Meadows, Club de Rome, 1972, c'est un modèle du monde où on cherche à modéliser l'ensemble des productions du monde, l'industrie, la démographie, à travers 5 grands compartiments, comme on disait, reliés les uns aux autres, la démographie, la pollution, l'agroalimentaire, enfin l'agriculture en particulier, l'industrie, les forces de puissance industrielle, la démographie aussi, je ne sais plus si j'ai dit, et les 5 sont liés à travers toutes sortes d'équations qui représentent pour certaines des lois physiques, pour d'autres des hypothèses sur la marche du monde. Et puis plein de paramètres, 140, quelque chose comme ça, équations couplées les unes aux autres, le tout dans un gros mémoire d'environ 500 pages, qui est le cœur technique de ce rapport Meadows, avec bien sûr toutes sortes d'hypothèses sous-jacentes. Dans le rapport rédigé par Donella Meadows, la version grand public, insistant bien, il y a bien des choses qui sont peut-être les plus importantes et qu'on n'a pas pu modéliser et mettre en équation, comme la volonté politique d'agir, comme le sentiment de justice, etc., etc. Les dernières versions du rapport du Club de Rome, le rapport Earth for All qui vient de sortir par exemple, défriche certains de ces terrains en proposant des éléments quantifiés pour mesurer la quantité de justice au sein d'une société, la capacité à agir d'une société, proposant certaines variations sur les index de Gini, certains indicateurs simples pour tenter de mettre un nombre sur ce qui permet d'agir ou pas. Bien sûr que derrière, il y aura toujours des indicateurs, des modèles et des hypothèses. Et donc là encore, message important, à la fin des fins, il y a des chiffres, des prédictions, des modèles. Le plus important est l'architecture sous-jacente qui a mené au résultat. Et bien souvent, l'interrogation, elle se fait au moyen de sur cette architecture, et bien souvent, l'importance conceptuelle, elle est dans la formule, les relations qui sont sous-jacentes à cet ordre, plutôt que dans les chiffres eux-mêmes. Pour paraphraser la devise de Fourier quand il se lance dans l'équation de la chaleur, et ignem regunt numeri, même le feu est régi par les nombres. On peut dire et mundum regunt numeri, même le monde est régi par des nombres, certes, mais dans régie, il y a un énorme monde, justement, c'est le cas de le dire, qui est celui de toutes les relations et interdépendances au sein de ce monde, et qui relève de l'ensemble de toutes les sciences. Je ne sais pas si tu reprends ton souffle. Ouais, je reprends.
Mais là, c'est bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'ai le temps pour, si vous avez des questions sur le champ à la volée, je serais heureux de tenter de... Oui, j'ai une question. Tu ne peux pas revenir après ton cours? Euh, je ne sais pas à quelle heure il se finira, mais tel qu'on définit, c'est sans doute vers 19h15, 19h30 peut-être qu'il se finira. Je vous mettrai un petit mot, vous me direz où vous en êtes. D'accord, bah, tu es le bienvenu et on échangera par SMS, comme ça voilà, je dirai. Est-ce que avant que moi je veux pas, priver, hem, les étudiants de Cédric, donc, est-ce que vous avez une ou 2 questions, à poser avant qu'on commence, à donner la parole à nos autres, intervenants par rapport à cet exposé très, très passionnant? Tu as complètement laissé tomber le crapaud fou, mais bon, On y reviendra. voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que vous êtes, comme moi, sous le souffle de cette science et de ces exemples, multiples, savants et inspirants. Donc, ça nous laisse dans une réflexion, comment dirais-je? Philosophique. Alors moi, j'ai quand même une question. Hem, enfin, j'en ai 2, voilà. Que si tu appliques tout ce que tu dis au GIEC, ça donne quoi? Euh, le GIEC, d'abord, a de façon extrêmement importante. Bon, le GIEC est un processus scientifico-politique. Ça a été fait tel quel. C'est pas juste un rassemblement de scientifiques, c'est aussi un processus à l'occasion des COP dans lequel le GIEC discute avec les États jusqu'à obtenir une approbation de la part des scientifiques représentant ces différents États du constat. De sorte que chaque rapport, chaque État, quand le rapport sort, chaque État a dit OK, j'ai bien vu, on est sur le fond d'accord avec ces conclusions. Et le GIEC a parfaitement conscience de ce que. Pardon, et le GIEC a aussi séparé en 3 groupes de travail permanents son travail. Premier groupe de travail est parfaitement physique. Qu'est-ce qu'on peut prédire sur sur l'évolution du climat? Le deuxième est physique avec l'impact humain. Qu'est-ce qu'on peut prédire des impacts sur les sociétés humaines de l'évolution du climat? Le troisième est sur la réparation, la façon dont les humains peuvent s'occuper d'atténuer, prévenir, etc. Qu'est-ce que les humains peuvent faire là-dessus? Évidemment, le troisième est le plus, en un sens mou, le plus délicat, le plus politique. Il fait intervenir beaucoup de sciences économiques, il fait intervenir des sciences du comportement, tout ce que vous voulez. Et c'est là sur lequel il est bien évidemment le plus flou. Mais le GIEC a bien conscience que par rapport au défi, à ce défi climatique, des questions qui sont beaucoup plus difficiles à mesurer, comme toutes les questions politiques, toutes les questions humaines, ont un rôle majeur à jouer. Le GIEC a aussi conscience. Non, je faisais allusion au débat qu'il y a eu il y a quelques années sur la critique des modèles. Il y a plein de modèles qui sont utilisés. C'est le boulot du GIEC aussi que de confronter un certain nombre de modèles. Il y a quelques années, il y avait un débat pour dire que certains des modèles du GIEC étaient trop catastrophistes. Le débat, objectivement, n'a plus lieu d'être parce que ce qu'on voit maintenant, c'est qu'au contraire, la catastrophe arrive plutôt plus vite que ce que le prévoyaient les modèles du GIEC. Les critiques sur la modélisation économique de l'environnement, elle, on est en plein dedans, surtout depuis le récent prix Nobel d'économie attribué à Nordhaus, dans lequel qui consistait à, en particulier, avoir un modèle intégré dans lequel on met des valeurs sur l'ensemble, sur l'environnement, et où l'on cherche à coller à des modèles de maximisation, à des modèles d'optimalité, à des modèles de marché, et où Nordhaus vous expliquait que la trajectoire optimale obtenue
La trajectoire optimale pour l'humanité, c'était quelque chose comme, je ne sais plus si c'était un réchauffement à 3,5 ou 4 degrés. En tout cas, la valeur obtenue par Nordhaus était une valeur que tous les climatologues considéraient comme criminelle, un truc qui serait le cataclysme sur la Terre entière, tout le monde à feu et à sang, et des guerres civiles ou tout ce que vous voulez. Et il y a eu là un vrai débat sur la façon dont l'économie arrive ou pas à prendre en compte dans ses modélisations les questions environnementales et les questions des sciences de la Terre, qui est un vrai problème majeur dans lequel il n'y a jamais eu encore la convergence entre les sciences économiques et les sciences écologiques. C'est la même racine grecque, bien sûr, et pourtant, il devrait y avoir convergence. L'un et l'autre s'intéressent au rapport des êtres les uns avec les autres, aux échanges, aux interactions, mais du côté de l'économie, on part de modèles humains avec les questions financières, et puis on essaye progressivement d'élargir à l'ensemble de la Terre. Du côté de l'économie, on part des relations entre les habitants de la Terre, la physique, la biologie, et puis on devrait, au fur et à mesure qu'on y met des questions quantifiées, converger vers l'économie. La convergence est encore loin de se produire et rares sont ceux qui essayent sincèrement de faire la convergence. Merci Cédric. J'ai une question vraiment amusante là, avant de te laisser partir en te remerciant infiniment. Qu'est-ce que tu regrettes de ne pas avoir mesuré? La valeur, alors j'aimerais bien, il y aurait un truc là, dans les, on vous parle c'est à la mode, avec raison, des indicateurs de justice dans la société, des indicateurs de cohésion de la société, des choses comme ça. Bon, il y a un truc qui m'a fasciné et auquel je me suis coltiné quand j'étais au cœur, dans le cœur de l'action politique, enfin je veux dire au Parlement et tout ça, et que j'ai appelé dans un ouvrage la viscosité. La viscosité, c'est tout ce qui, dans une société, empêche d'agir. C'est des rapports de pouvoir établis, c'est des formalités administratives, c'est des procédures pour diluer le truc, c'est tout ce que vous voulez. Cette impression de donner de l'énergie qui se dissipe entièrement sans qu'il y ait aucun résultat sur le terrain. Ça peut être des instructions données à un ministère qui n'arrive pas sur le terrain, etc. Viscosité a un rôle dans la physique. On est dans une société de très haute viscosité. Il y a des noms pour ça, pour les fluides de grande viscosité, les fluides de Stokes, ils appellent. Et pouvoir donner une mesure à cette viscosité est quelque chose que j'aurais bien aimé, comme une mesure de toutes les forces sociétales, l'habitude ou qui sait quoi, qui empêchent le changement, qui empêchent l'instruction de se faire. La viscosité de la société. Écoute, merci beaucoup. On va rester là-dessus en te rendant à tes étudiants. Merci infiniment parce que je sais que c'était un peu acrobatique. Pardon, Bettina, un dernier petit clin d'œil historique. Je sais que parce que j'ai vu que dans le petit topo illustratif, vous parlez du maître et de l'origine grecque et tout ça. Dans les débats à la Convention sur le maître et le fait qu'il fallait utiliser la terre, alors d'abord, j'aurais dû le dire, il y avait aussi un projet politique sous-jacent dans l'idée de la Convention, et ils le disent explicitement, cette idée que chaque fois qu'on fera une mesure, on utilisera un petit bout de la terre et que ça sera comme un rappel quasiment tangible de ce que nous habitons tous la même terre et partageons tous la même terre. Bon. Et cette façon, ce bout de la terre attribué à chaque humain, ça faisait partie d'un projet qui se voulait universaliste. Et dans les débats, ils parlent du mot maître et ils disent, c'en est cocasse, que il est parfait ce mot, il rend bien compte de la précision, il dit ce qu'il veut, et même on dirait que c'est un mot français, tellement il va bien et tellement il est impeccable. Avec cette arrogance qu'il y avait à l'époque, qui est un peu toujours dans le fond français, d'être en vrai la nation élue, celle qui a la seule habilité à trouver les vérités universelles et à les révéler au monde. Merci beaucoup et merci d'avoir pu te... Allez, merci chers amis, bon courage.
d'avoir été avec nous et j'espère à tout à l'heure pour les questions. Alors, on va venir aux interventions donc des personnes qui sont autour de moi, que encore une fois je remercie. Alors, on va peut-être commencer. C'était la dernière question que j'étais posée. Vous avez forcément vu que c'était une sorte de liaison par rapport à vous, Jean-Daniel. Donc, nous avons effectivement le plaisir de vous avoir avec nous. Vous dirigez donc l'Institut Harris Interactive. Vous êtes professeur d'université également. Vous êtes le commentateur bien sûr des sondages, mais beaucoup surtout de l'opinion. Et en fait, moi, je me suis permis de vous demander, je crois que finalement, la manière dont on calcule comment dirais-je, tout ce qui est études d'opinion, etc., même les gens qui ne connaissent pas cette matière finalement extrêmement savante, extrêmement précise, extrêmement mathématique, se doutent un peu de comment ça se passe. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est le passage de la mesure des questions, enfin du libellé des questions qu'on pose à la mesure de l'opinion, et puis après, de la mesure de l'opinion à ce que vous appelez, vous, les baromètres, en l'occurrence, baromètres de confiance, etc. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est, comment dirais-je, les interstices de la subjectivité dans tout ça, non pas du tout de la subjectivité personnelle de celui qui fait le sondage ou du directeur de l'Institut, mais comment on passe finalement de la mesure à la mise en valeur, si j'ose dire, de l'opinion. Voilà, c'est ça, moi, qui m'intrigue toujours. Merci, bonjour à toutes, bonjour à tous. Moi aussi, ça m'intrigue encore parfois. Peut-être quelques aspects pour répondre effectivement à ces questions. Le premier point, c'est assez, je trouve, osé de demander à un sondeur de venir parler de chiffres et de l'utilité que l'on peut faire des chiffres, ou en tout cas, est-ce que cela permet de mesurer l'essentiel? Parce qu'effectivement, lorsque vous entendez parler de sondage, je vais utiliser un chiffre, un nombre, 99% des cas, vous entendez parler de données qui sont des données quantifiées. X% des Français pensent que, Y% des Français pensent que, ou des intentions de vote, ou évidemment des codes de confiance ou de popularité. Peut-être que pour que vous vous rendiez compte de la manière dont on peut utiliser les chiffres et dont nos données peuvent être utilisées de la part de nos clients, la partie de sondage publié, c'est-à-dire ce dont vous entendez parler à l'heure actuelle, représente moins de 0,1% du chiffre d'affaires d'Harris Interactive en France ou dans le monde. C'est-à-dire que 99,9% de notre activité est une activité confidentielle qui peut très bien être organisée pour le gouvernement, pour des organisations politiques, des acteurs locaux, mais également et surtout pour des acteurs du marketing. Et Bettina, tout à l'heure, quand vous avez dit qu'on réalisait des sondages presque tous les jours sur beaucoup de sujets, je me permets de vous corriger, on réalise des sondages plus que tous les jours et sur tous les sujets. Je pense que si vous regardez votre téléphone portable, si vous regardez ce téléviseur, si vous regardez ce micro, si vous regardez la plupart des habits qu'on peut être amené à porter les uns ou les autres, imaginez qu'ils ont été testés, mesurés, quantifiés avant d'entrer sur le marché. La forme, la manière de le présenter, le packaging, la publicité, le prix. Il y a des tests qui sont des tests permanents sur tout ce qui est amené à nous entourer collectivement. Donc vous êtes, sans le savoir, entouré de formules mathématiques qui sont appelées à régir votre vie et parfois avoir une influence à l'issue des enquêtes qui peuvent être menées par Harris Interactive et par d'autres acteurs. Ceci dit, en préalable, lorsque je parle d'opinion et pas uniquement de marketing, il m'arrive de commencer un certain nombre d'interventions, notamment de la part d'acteurs qui prennent la parole dans l'espace public et qui ont vocation à représenter l'intérêt général, non pas à donner 2 chiffres, mais à donner 2 nombres, et même pour être plus précis, 2 dates.
Cette première date, c'est 1789. Et la deuxième date, c'est 1945. 1789, autour de la notion d'égalité, qui constitue une donnée essentielle de la société française et qui correspond globalement à une forme d'ADN. Et le deuxième aspect, 1945, avec la notion de solidarité ou de service public, qui sont l'un comme l'autre des aspects consubstantiels de ce qu'est la société française. Ce ne sont pas des données d'opinion à proprement parler, ce ne sont pas des données dont les Français parlent le matin en se levant, mais ce sont des données que nous avons isolées à travers un cumul d'enquêtes que nous pouvons être amenés à réaliser, et où on voit bien que les grands moments éruptifs de la société française se structurent justement autour de ces grandes dates fondatrices. Et ça m'a fait plaisir que Cédric Villani y fasse référence tout à l'heure, parce que moi je rappelle aussi assez fréquemment qu'en plein milieu de la Révolution française, nous nous sommes arrêtés pour faire une déclaration des droits de l'homme. Et comme il y avait un minimum d'arrogance qui existait déjà à cette époque-là, on n'a pas fait une déclaration des droits de l'homme, on a fait une déclaration universelle des droits de l'homme, alors même que, je crois, les affaires sur notre territoire national n'étaient pas entièrement réglées. Ça habite notre imaginaire collectif. Et ça permet, par la suite, de comprendre un certain nombre de données qui seront des données chiffrées et qui permettent justement de faire cet aller-retour entre des processus d'objectivation que nous cherchons à faire au maximum et une dimension qui va être une dimension subjective pour comprendre justement ce que peuvent être les différentes données qui peuvent être produites. La troisième date que je voudrais vous donner, alors il y a eu des citations qui ont été effectuées de Pythagore, de Galilée, d'Aristote par Cédric Villani. Je vais me permettre de citer Daladier, mais peut-être dans un langage un peu moins fleuri. Parce qu'en 1938, après les accords de Munich, il est arrivé sur le tarmac du Bourget, accueilli par une foule en délire, et il aurait eu ce mot « Ah, les cons ». Parce que, ce qui est tout à son honneur, parce qu'il pensait que les accords de Munich n'étaient pas de nature à pouvoir sauvegarder la paix, et on a vu qu'il avait raison. Si je vous dis ceci, c'est que la première enquête d'opinion qui a été réalisée en France a été réalisée après les accords de Munich. La première enquête d'opinion qui a été réalisée en France a montré qu'il y avait une dissonance flagrante entre l'image que l'on pouvait avoir à travers les actualités cinématographiques à l'époque d'un peuple enthousiaste accueillant ceux qui avaient su sauvegarder la paix, de ceux qui étaient des Français moyens, qui étaient beaucoup plus circonspects sur les effets justement de la signature des accords de Munich, avec des Français qui au final étaient plus clairvoyants sur la réalité de la situation. Donc, est-ce que cette donnée d'opinion nous donnait l'essentiel? La réponse est non. Est-ce que cette donnée d'opinion nous permettait, en tout cas pour ceux qui étaient un lecteur attentif justement de la donnée produite, de ce qu'était la réalité de l'état d'esprit des Français? Oui, en tout cas on s'en approchait, on en était moins loin à travers des chiffres qu'à travers des images cinématographiques qui étaient faites en bonne et due forme, d'actualité, mais qui étaient illustratifs uniquement d'une partie de la population française. Les sondeurs se sont légitimés d'ailleurs autour des chiffres, autour des premières intentions de vote qui étaient réalisées aux États-Unis, qui étaient assez proches de la réalité et qui venaient invalider les commentaires d'experts de l'époque, notamment en 1936, quand Roosevelt avait battu Johnson à l'élection présidentielle de 1936. On se rappelle tous de Roosevelt et peu de Johnson. Donc il y a une forme de légitimité de notre métier qui repose justement sur ces chiffres. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que c'est un chiffre ou plusieurs chiffres? Et je vous invite collectivement à ne pas considérer la donnée, notamment la donnée lorsqu'elle est exposée médiatiquement, comme étant une vérité absolue. Elle a le mérite de pouvoir objectiver une situation, elle a le risque d'englober et de donner corps à ceux qui disent l'opinion publique n'existe pas, une critique qui existe à l'égard des sondages, de poser des questions qui ne correspondent pas forcément aux aspirations ou aux interrogations de nos compatriotes, ou de créer une forme de grand ensemble qui, au final, apparaît comme étant plus complexe. Pour essayer de limiter les biais ou pour essayer de faire en sorte qu'il puisse y avoir
une forme de véracité ou d'intérêt à la donnée qu'on peut être amené à produire, il y a 2 éléments qui m'apparaissent comme étant importants. Le premier élément, c'est d'essayer non pas de faire une photographie, comme on dit parfois, mais de faire un film. C'est-à-dire de poser la même question auprès du même type d'échantillon, à intervalles réguliers, pas forcément les mêmes personnes, mais pour pouvoir essayer de voir justement ce que peuvent être les dynamiques globales. Est-ce que concernant, par exemple, au cours de la période récente, les Français ont évolué dans le regard à l'égard de la réforme des retraites? Est-ce qu'ils ont évolué dans le regard à l'égard du gouvernement, des organisations syndicales ou des différents acteurs X ou Y? À travers ces données-là, on ne mesure pas forcément l'essentiel, mais on comprend des logiques d'opinion et on évite justement, lorsqu'on reproduit à échelle régulière ce type d'enquête, ce que peuvent être la logique et les dynamiques et comprendre par la suite pourquoi il y a des situations politiques qui peuvent être amenées à en découler. Le deuxième aspect auquel je vous invite collectivement, c'est à regarder le détail des résultats de ce qui est produit. Lorsque nous interrogeons 1000 Français, par exemple, ce n'est pas les 1000 Français qui vont nous intéresser. Ça peut être l'analyse selon le genre, l'âge, la catégorie sociale, la localisation géographique, la proximité politique ou autre. Et c'est dans ce contexte-là qu'on peut être amené à comprendre des choses ou éventuellement être interrogé. Pourquoi les jeunes qui sont, par exemple, aussi loin de la retraite, parce qu'ils commencent à peine à mettre un pied dans la vie active, se déclarent aussi inquiets? Pourquoi des personnes qui ont des situations confortables peuvent être relativement aussi interrogatives, pour prendre cette réforme récente, à l'égard de la réforme des retraites? Pourquoi nous avons pu avoir 99-49-3 qui se déroulent globalement sans problème, ou en tout cas sans tension majeure, et que le 100e crée une tension? On peut, ou on doit, peut-être aller plus loin que les chiffres et recourir à d'autres types d'outils. Et je vais ici rendre hommage à Roland Cairol, qui avait importé en France, au milieu des années 70, des méthodes qui sont des méthodes qualitatives américaines. À l'origine, qui étaient appliquées au marketing et qui nous amènent à faire en sorte qu'il puisse y avoir des personnes qui sont amenées à nous parler pendant 3 à 4 heures sans qu'elles soient amenées à nous donner le moindre chiffre, sans que nous nous appuyions sur des échantillons représentatifs, mais sur des échantillons qualifiés, et qui nous permettent en fait de comprendre ce que peut être les logiques, en faisant en sorte que nous ne partons pas, nous, de notre logique de sondeur, mais qu'on les invite, eux, à nous proposer leur propre logique. Quand on comprend que parler aujourd'hui, par exemple, de la réforme des retraites, ça n'est pas parler des retraites, mais c'est parler du travail, ça modifie complètement la focale que l'on peut avoir à l'égard des principaux enjeux. Quand on interroge les Français sur une loi X ou Y et qu'ils nous disent soit qu'ils l'apprécient, soit qu'ils ne l'apprécient pas, et qu'en creusant, on revient justement au propos liminaire que je vous proposais, c'est-à-dire, s'agit-il ou pas d'une mesure qui va vers ou pas l'égalité? S'agit-il d'une mesure qui remet en cause ou pas la question de la solidarité? En aucune mesure, je n'aurais été capable de pouvoir l'identifier à travers une enquête qui est une enquête quantitative, c'est-à-dire avec des chiffres. Mais c'est l'articulation entre les deux aspects. Un aspect de manière un peu caricaturale, qui fait que d'un côté, on peut être amené à mesurer et de l'autre à comprendre l'articulation de ces différentes méthodologies qui permet de dire oui, le chiffre permet de répondre à un certain nombre de questions. Non, le chiffre ne nous livre pas toujours l'essentiel, mais l'articulation avec un travail qui va être un travail de sociologie politique ou autour de psychosociologues pour essayer de comprendre les logiques, nous permettent justement d'essayer de voir ce qui peut relier les points avec les autres et amener les individus à formuler une réponse, une opinion, une attente ou une aspiration. C'est la combinaison de ces différents aspects qui, à mes yeux, m'apparaît comme étant importante. Je voudrais également mettre l'accent sur une dimension également qui est importante. Je vais sortir du sondeur, quoique. Nous avons parfois foultitude de chiffres sous les yeux que nous ne voyons pas, ou dont on ne veut pas voir complètement le sens. Si nous sommes amenés à reprendre ou à nous faire une revue de presse de la semaine qui a suivi le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, nous avons une vision d'une société française qui est fan d'Emmanuel Macron.
d'une société française qui est devenue pleinement macroniste. La lecture de données électorales aurait dû amener les uns ou les autres à tempérer ce jugement. Je vous donne 2 données. La première donnée, c'est que nous avons connu, entre le premier tour et le deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, une baisse de la participation électorale. Depuis l'élection au suffrage universel direct instaurée, la mise en application en 1965 en France, cela ne s'était jamais produit, hormis en 1969, lorsqu'il y avait eu, on s'en rappelle, Blanc-Bonnet et Bonnet Blanc. Baisse de la participation électorale, c'est un signal politique, qui n'est pas une donnée d'opinion, mais qui est un signal politique que nous aurions dû avoir collectivement, et ce d'autant plus que, je vous le rappelle, c'est Marine Le Pen qui était face à Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle, et qu'on avait tendance à penser que de manière mécanique, il y avait toujours une surmobilisation pour faire barrage au Rassemblement national, au Front national. Ça s'était produit de manière manifeste en 2002, ça ne s'est pas produit en 2017, et surtout, ça a entraîné une baisse de la participation entre le premier tour et le deuxième tour. La deuxième donnée que nous aurions pu identifier, ou que certains auraient dû identifier, c'est que non seulement il y a une baisse de la participation entre le premier tour et le deuxième tour, mais c'est que nous avons eu 4 millions de Français qui ont pris un bulletin blanc ou nul au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017. 4 millions de Français. C'est un record absolu, toute élection présidentielle confondue. Ça veut dire que si on cherche à pourcenter les aspects, sur 100 personnes qui prennent le temps de se déplacer dans un bureau de vote au deuxième tour de l'élection présidentielle de 2017, 12 refusent de choisir entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron à l'époque. Cette donnée-là permet de comprendre que le pays n'adhère pas forcément tout de suite au projet politique d'Emmanuel Macron. Cette donnée-là, nous pouvons, en tant que sondeurs, la donner du sens, c'est ce qu'on cherche à faire, en essayant d'interroger nos concitoyens. Quand nous étions été amenés à les interroger en 1981, au moment de l'élection de François Mitterrand, il y avait l'idée du changement, du passage de la gauche, de la mise en place de la retraite à 100 ans et d'une politique qui était une politique à caractère social. En 1995, la notion de la réduction de la fracture sociale qui était portée par Jacques Chirac. En 2007, l'idée de la reconnaissance de la valeur travail qui était portée à l'époque par Nicolas Sarkozy. En 2012, le changement, l'égalité de la justice par François Hollande. En 2017, lorsque nous interrogions les citoyens sur les raisons pour lesquelles ils étaient amenés à voter pour Emmanuel Macron, ils nous ont donné 2 principales. La première, c'est éviter qu'il puisse y avoir un duel entre Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon, et éventuellement donc ajouter une personne qui permettait de faire d'éviter que ces duels-là puissent être amenés à exister. Et puis le deuxième aspect, alors même que nous sommes dans un pays terriblement politique, voter pour une personne qui est jeune et qui n'est pas issue des formations politiques traditionnelles. Le substrat, vous le voyez, n'avait pas la même profondeur que celle qu'on pouvait identifier au cours des données ou des élections qui étaient des élections passées. Donc nous avons cette capacité, je l'espère, à se dire, les chiffres existent, on peut partir sur plusieurs types d'interprétations, mais cette interprétation doit se nourrir d'autres éléments qui font appel, je l'espère, à des méthodes scientifiques, mais qui visent à articuler la question du sens et la question de la mesure que l'on peut être amené à effectuer. Y a-t-il ou pas une dimension de subjectivité de la part de la personne et de la part de l'Institut? Évidemment. Est-ce qu'on cherche à la limiter? Absolument. Est-ce que nous y parvenons? Pas toujours. Le chiffre mesure-t-il l'essentiel? Bettina, vous avez parlé de la dimension de code de confiance ou de popularité. Tous les mois, chaque institut a sa mesure du regard porté à l'égard du président de la République, du Premier ministre, voire de différentes personnalités. Et si vous vous amusez à regarder sur les sites des principaux instituts de sondage, vous pourrez voir que la confiance évolue entre 29 et 45% à l'égard d'Emmanuel Macron.
Là, on est un peu plus loin que la marge d'erreur statistique. Vous pourrez voir, si vous êtes attentif, que personne ne pose exactement la même question. Et lorsqu'on pose la question, est-ce que vous faites confiance? Est-ce que vous faites confiance pour conduire le pays? Est-ce que vous faites confiance pour avoir de bonnes idées pour le pays? Est-ce que vous faites confiance pour réduire les enjeux d'un point de vue économique? Est-ce que vous faites confiance pour pouvoir être un bon président de la République? Est-ce que vous faites confiance pour pouvoir trouver des solutions au pays? Chaque question est une question qui, à mes yeux, est tout à fait impeccable. Chaque question peut te amener des réponses qui peuvent être des réponses différentes. Et donc, c'est la conjugaison de ces différents éléments qui permettent de comprendre et, je pense, de voir justement ce que peuvent être les niveaux de tension d'un point de vue d'opinion. Donc, peut-être pour conclure, non, les chiffres ne mesurent pas l'essentiel. Mais pour reprendre une formule qu'on utilise parfois en mathématiques, c'est une condition nécessaire mais non suffisante. Elles permettent de donner une forme d'indication. Elles ne permettent pas toujours de tout comprendre. Elles permettent malheureusement, et je pense qu'on sera amené à en parler tout à l'heure, lorsque nous sommes face à des acteurs qui ont les yeux trop rivés sur les chiffres, de se tromper sur les types de politiques à déployer, que ce soit en entreprise, en termes de stratégie ou en termes de marketing, et qu'à partir du moment où on reste les yeux cantonnés aux chiffres, on peut faire des erreurs remarquables. Mais si on n'a pas un minimum de repères, on peut en faire d'autres qui peuvent être encore bien plus manifestes. Merci beaucoup. On va peut-être vous faire après discuter tous les trois, donc je rentre mes une ou deux questions. Là, avec Cédric, c'était un peu différent. J'ai envie de me retourner vers vous, Alexandre, parce que vous avez donc créé cette chaire de la comptabilité écologique. Alors, vous avez une formation de comptabilité économique très remarquable d'ailleurs, et très haute, très importante. Et en fait, vous avez donc essayé de faire une chaire autour. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'extra-financier, comme on en parle aujourd'hui, ça vous allez nous le dire, mais d'une comptabilité écologique. Alors, moi, j'ai dans ma jeunesse, j'étais non pas une spécialiste, j'ai pas eu le temps, mais je connais très bien Rousseau. Et les rêveries du promeneur solitaire, ça m'accompagne encore beaucoup. Et je l'imagine au sein de la nature lui dire que bien qu'il soit herboriste, donc collectionneur, donc qu'il comptait les espèces, je m'imagine lui parler de comptabilité de la nature, étant donné que la nature, c'est quelque chose de sensible et c'est une valeur qui dépasse complètement, je veux dire, le rapport aux chiffres. Et pour me remettre dans, comment dirais-je, pour contextualiser, je ne l'aurais pas assimilé à d'Alembert, quoi, pour aller vite. Voilà. Donc, racontez-nous ce que c'est. Racontez-nous si c'est simplement, comment dirais-je, la spécificité de l'approche de la nature par rapport à la comptabilité, avec un cadre comptable qui est quand même extraordinairement précis, normé, etc. Je n'ose pas prononcer le mot norme ce soir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup de l'occasion de parler de ces questions. Et alors, comptabilité de la nature, comptabilité écologique, est-ce que c'est la même chose que comptabilité de la nature, justement Et merci de commencer par Rousseau, parce que je vais le mettre en parallèle peut-être directement avec un personnage qui s'appelle Thoreau, qui, là on est plus côté Amérique, qui était un des précurseurs de ce qu'on appelle la wilderness, donc vraiment la question de la nature sauvage, et qui a développé en fait une forme de comptabilité du moins possible. Il comptait pour essayer d'avoir le moins possible. Et il vivait donc dans la nature sauvage. Et pour lui, justement, il a développé
vraiment des pages et des pages de comptabilité qui étaient entièrement basées sur le fait d'avoir le moins possible pour être le plus en accord avec la nature. Donc c'est juste une introduction pour dire que derrière ce mot de comptabilité, on peut y mettre beaucoup de choses. Et on peut être justement recherché par là aussi un accord autre avec la nature. Et justement, derrière la question de la comptabilité et du cadre comptable, il y a souvent l'idée d'avoir un outil technique neutre, avec une obsession de mettre des chiffres, justement, on est en plein dedans, un peu sur tout, et de vouloir, une fois qu'on a mis en chiffres, essayer de un peu bidouiller avec ça pour en tirer des conséquences. Et donc, quelque part aussi, s'extraire du monde et comme on dit, ne prendre le monde que par un bilan et un compte de résultats, par exemple, et vraiment voilà, d'être dans une coupure au monde. Alors, ce qui se passe, c'est que, et si je reprends la thématique, les chiffres mesurent-ils l'essentiel? Ce qui est intéressant, c'est le mot déjà mesurer. Et puis après, il y a la question de la valeur qui arrive, mesurer la valeur de notre monde. En fait, en comptabilité actuelle, on a deux principes qui s'opposent radicalement, mais qui sont vraiment dos à dos, et qui permettent déjà de poser un peu un cadre. C'est alors bon français, le principe dit de measurement et le principe de valuation. Alors, le measurement, en fait, c'est l'idée que on va prendre la mesure des choses, mais mesure vraiment dans son sens plein entier, c'est-à-dire mesure quantitative et qualitative. Donc, on prend la mesure d'eux avec des ordres de grandeur, et c'est un terme important dans le sujet, qui repose sur des conventions internes aux organisations, donc des comptabilités sur des organisations, que ce soit des entreprises, des organisations publiques. Donc, on a des conventions, des transactions internes et externes qui sont spécifiques. Et donc, le chiffre, en fait, il est mobilisé dans un but très instrumental pour prendre l'ordre de grandeur de ce qui est nécessaire pour pouvoir assurer la gestion en fait, de l'organisation. Le principe de valuation, en fait, lui, considère que le marché aurait en fait la possibilité de révéler une valeur objectivée de quelque chose, d'une grandeur, avec cette idée de il y a des quantifications qui vont conduire à une objectivation. Ça donne lieu d'ailleurs à une notion qui est reliée à la valuation qu'on appelle la juste valeur. Le marché serait là pour révéler la juste valeur d'un actif, donc d'une chose, et y compris de plus en plus les questions des ressources naturelles. Et du coup, ça permet de mettre en perspective le fait qu'en comptabilité, on oppose la mesure et la valeur. C'est pas du tout la même chose, c'est pas les mêmes problématiques. Et c'est pas nouveau, c'est-à-dire que derrière la comptabilité, pour bien comprendre à quoi ça sert, d'ailleurs Cédric Villani parlait de modèles. On peut pas poser en fait des chiffres sans avoir des modèles derrière. En comptabilité, c'est exactement la même problématique. En fait, dans la théorie des quantifications, c'était Desrosières, en monsieur de la théorie de la quantification, qui disait pour pouvoir mesurer, on est obligé, et poser des chiffres, on est obligé d'avoir des conventions. On doit cadrer ce qu'on mesure. On ne mesure pas comme ça n'importe comment dans l'absolu. Et justement, tout le rôle de la comptabilité historiquement, c'est de poser les conventions, de poser les cadres qui permettent de savoir pourquoi on mobilise un chiffre. Ça fait que les grandes fonctions comptables historiques, c'est pas d'abord de compter. Compter, ça vient à la fin. La première fonction, c'est de savoir ce que l'on veut prendre en compte, littéralement. C'était un grand historien de la pensée économique de Rouvert qui disait la comptabilité, quand on l'étudie de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance et même après, fondamentalement, c'est une histoire, c'est mettre des choses dans des cases, point. Le problème, c'est quelle chose et quelle case. Et c'est là où on commence à rentrer dans les vrais problèmes. En fait, un problème comptable est avant tout un problème de qu'est-ce qu'on représente et comment en fait représenter et comment cadrer tout ça. Donc derrière la comptabilité, il y a déjà une question de la représentation, la modélisation et la classification. Comment on classifie, qu'est-ce qu'on veut classifier, et donc qu'est-ce qui est important aussi. La deuxième fonction, c'est être comptable de ces actes, qui est lié à des notions de redevabilité. C'est une notion fondamentale d'ailleurs dans les études linguistiques. On montre que par exemple dans les langues indo-européennes, le mot responsabilité est toujours lié au mot de comptabilité. C'est pas un hasard. Donc, dans la comptabilité, on va montrer en fait donc les enjeux de redevabilité et donc qui doit quoi à qui et qui en interne a fait quoi.
ce qui donne lieu d'ailleurs à la notion de trace. On garde des traces, et ces traces-là sont connectées avec des responsabilités et donc des normes qui vont derrière aussi, avec le droit. Il y a beaucoup de liens entre la comptabilité et le droit, hein, historiquement. La troisième fonction, c'est on rend des comptes, rendre des comptes. C'est-à-dire qu'on doit en fait établir des codes qui vont permettre des discussions et derrière des prises de décision par rapport à des personnes qui sont en compétence de prendre les décisions et qu'on considère comme les plus importantes. Donc il y a une notion de gouvernance dans un terme moderne. Et ce n'est qu'à partir de là qu'on pose la question, bon, ben, dans ce cas-là, une fois qu'on a cadré tout ça, comment est-ce que l'on va utiliser des instruments qui nous permettent d'avancer, qui rendent littéralement assimilable une complexité de l'organisation. Et cette assimilation de la complexité, c'est l'origine du fait de prendre la mesure de quelque chose, c'est d'avoir des ordres de grandeur qui nous permettent de passer d'une situation très complexe qui a été cadrée par des représentations diverses et variées qui nous sont pertinentes, par une mise en perspective de ce qui est important à prendre en termes de redevabilité et qu'est-ce que l'on veut exprimer à qui et comment est-ce qu'on va organiser une discussion, que l'on va pouvoir en fait commencer à poser des chiffres. Donc le chiffre en fait est un instrument, un pur instrument, et c'est l'origine d'ailleurs hein, de la comptabilité. Donc là on est au début du néolithique, civilisation mésopotamienne, vient en fait des problèmes organisationnels. La comptabilité n'a pas de rapport, par exemple, ne s'est pas développée sur la question du commerce, mais vraiment sur la question de l'organisation. Comment est-ce que des acteurs qui sont divers et variés, pas forcément la même famille, qui n'ont pas les mêmes codes en fait familiaux, qui ne sont pas toujours là, vont établir des systèmes pour s'organiser entre eux et de la façon la plus efficace possible. Et donc c'est là où il y a tout un système qui se met en place et que les premiers chiffres apparaissent. Alors au début, on avait des comptages dits concrets, c'est-à-dire que le chiffre abstrait tel qu'on l'a, c'est-à-dire dire, pour nous, c'est une évidence de dire 1, 2, 3, 4 et de dire que 3, c'est un collectif. On va parler de 3 chaises, 3 êtres humains, 3 dieux. Ça ne nous choque absolument pas, ça ne nous pose pas de problème. Le nombre exprime un collectif. À l'époque, ce n'était pas du tout évident. Et d'ailleurs, encore des langues hein, contiennent cette problématique. C'est qu'on ne compte pas de la même façon, par exemple, des êtres humains, des animaux, des dieux, etc. Et à l'époque, c'était le cas en Mésopotamie, et du coup, les premiers systèmes comptables étaient en correspondance dit 1, c'est le chiffre concret, le comptage concret. Vous avez des représentations sous la forme de petites statuettes, des tokens, qui étaient mises en relation 1 à 1 avec des troupeaux, des quantités, par exemple, d'orge, etc., mais aussi des choses abstraites. On avait des tétraèdres qui représentaient des unités de travail. Donc il y avait tout un système justement de comment est-ce que l'on peut arriver à gérer quelque chose, et ça va donner lieu à plein de petites statuettes qui progressivement, parce qu'il y en a eu beaucoup trop à gérer, vont donner lieu en fait au premier chiffrage, au premier comptage abstrait, où on va regrouper tout, on va en fait vraiment faire une synthèse de cette complexité par les premiers nombres abstraits qui sont des collectifs, en fait des classes d'équivalence. Et donc le chiffre, voilà, s'est développé comme une nécessité de réduire cette complexité, mais dans une vision instrumentale. Alors il va y avoir une révolution qui précède un peu la Révolution française par rapport à ça, qui est au moment où on passe à la Renaissance, à la période dite moderne, et ça va se sentir énormément en comptabilité, c'est cette question de l'attitude moderne qui va conduire alors, à la fameuse séparation nature-culture, qui donne lieu à l'idée qu'il va y avoir la possibilité de séparer le monde complètement, c'est un présupposé, entre quelque chose qui est objectif, des éléments objectifs, qu'on peut maîtriser par des lois que, d'un autre côté, les sujets, les êtres humains idéalisés, peuvent arriver à obtenir par leur rationalité. Et c'est là où va se développer une vision particulière qui est que on pourrait, en fait, utiliser le chiffre et la quantification pour avoir une représentation absolue de ce qu'est le monde et sur lequel on pourrait avoir en fait un contrôle absolu. Alors là, on passe à un projet un peu différent, qui n'est pas que le chiffre va être un instrument pour guider en fait une action humaine, mais qu'il ait la possibilité de représenter de façon absolue et définitive une réalité du monde. Et du coup, la comptabilité, il va y avoir un autre type de comptabilité qui va apparaître, qui va être une sorte de comptabilité de mise en transparence entre l'état du monde et la façon de le représenter. Et il va y avoir une sorte de représentation en termes de substitution.
Et alors, c'est là où on arrive actuellement, on est sur un clivage entre des acteurs qui considèrent que la comptabilité, c'est une mise en transparence du monde qui pourrait être quantifiée de façon objective avec notamment des justes valeurs et des représentations, donc, par exemple, des écosystèmes, sous une forme, encore une fois, totalement objectivée, et dont on pourrait saisir, en fait, la quintessence de ce qu'est un écosystème. Voilà. Et d'autres projets qui considèrent que non, la comptabilité, ce n'est pas son rôle, que le chiffre en est là que pour accompagner, en fait, des actions, qu'on ne peut pas du tout chiffrer un écosystème, ça n'a aucun sens, et que par contre, ce qu'on peut faire, c'est quand on pose la question, bon, il y a un moment donné, il faut protéger un écosystème. Et bien à partir de là, il faut mobiliser des moyens, il faut mobiliser des actions, donc il faut compter par exemple les coûts nécessaires pour préserver cet écosystème, voilà, ça c'est un chiffre. Il faut mobiliser en fait des heures de travail pour le faire, il faut mobiliser un certain nombre par exemple des biomarqueurs quand on est sur des écosystèmes comme les rivières, c'est-à-dire regarder des taxons en fait sur un certain nombre d'espèces animales ou végétales, et donc permettant d'accompagner un mouvement. Et donc il y a une dynamique, il y a une fonction du chiffre pour accompagner un mouvement. Alors au sein de la chaire comptabilité écologique, par exemple, justement, on a pris cette voie-là en luttant très fortement contre cette tentation de concevoir le chiffre comme une sorte dans cette quantification objective et la comptabilité comme une transparence, en fait, une sorte de lecture transparente de ce que le monde serait d'un point de vue objectif, si tant est que ça existe, justement, pour aller vers cette question de l'accompagnement, en fait, de vraiment, c'est outiller en termes de dispositifs d'accompagnement des acteurs, de façon à permettre justement de se saisir de, par exemple, la nature dans sa sensibilité pleine et entière, mais que derrière, on ait justement des dispositifs qui permettent de poser les chiffres là où il faut. Je parlais par exemple des dépenses nécessaires pour préserver des écosystèmes. Combien est-ce que ça coûte, de façon à pouvoir avoir un bon financement. Et là, bon, avec les manifestations évidemment qu'il y a actuellement, la question c'est d'avoir en fait une idée de combien, par exemple, il faudrait payer un agriculteur correctement si on considérait qu'il y avait une préservation des bons états écologiques des sols, une préservation de la décence des êtres humains et donc des agriculteurs, etc. Donc ça, c'est poser le chiffre de cette façon-là. Et dans ce cas-là, pour en écho aussi avec la question, est-ce que les chiffres mesurent l'essentiel ? En fait, c'est justement cette approche de la comptabilité ne demande pas à mesurer tout. Ça demande justement à mesurer ce qui est essentiel pour permettre de protéger ce que l'on a à protéger et ce que l'on veut prendre en compte. Donc voilà, c'est ça aussi en fait le projet de la comptabilité écologique. Merci beaucoup. Est-ce que c'est faux de dire que la comptabilité classique, c'est une photographie et la vôtre, entre guillemets, c'est une interprétation? Alors, justement, cette question de la photographie, ça renvoie justement à la question de la transparence. Essayer de penser qu'on va avoir une transparence. Et la question, alors interprétation ou... alors, je ne sais pas si c'est totalement une interprétation, c'est plutôt une mise en perspective pragmatique pour outiller en fait des acteurs. C'est vraiment dans un pragmatisme. D'ailleurs, il y a beaucoup de travaux qui lient la comptabilité avec le pragmatisme. Et ça renvoie effectivement à ces deux perspectives. Parce que pour compléter, là, ce que j'ai décrit, c'est un projet de la comptabilité écologique, mais au niveau international, avec la montée en puissance des obligations réglementaires en termes de reporting extra-financier. Et il y a en fait justement un peu ces deux visions-là qui s'affrontent très fortement, avec cette question donc de normalisation comptable de durabilité, voilà, qui s'instancie dans une géopolitique des normalisations entre une vision plus anglo-saxonne et une vision plus d'obédience européenne, on va dire, où la vision européenne a une certaine tendance à aller vers une lecture comptable classique, c'est-à-dire le chiffre est là pour accompagner des acteurs. Si on mobilise un chiffre, ça doit être dans des fonctions, et notamment des fonctions en fait, de cibles écologiques scientifiquement valides, par exemple. Tandis qu'on va avoir un projet plus anglo-saxon, pour le coup, où là, on est dans cette question d'essayer de comprendre la comptabilité comme une transparence d'une certaine juste valeur, une certaine quantification objectivée de ce qu'aurait la nature elle-même, justement, instrumentée au service de l'homme uniquement.
Merci, c'est très passionnant, on en reparlera. Alors, je vais donner maintenant la parole à Valérie Charol. Alors, Valérie, elle est philosophe, elle est chercheure HDR au laboratoire d'anthropologie politique, c'est-à-dire une formation qui dépend à la fois du CNRS et de la HESS. Et elle a fait un livre, et c'est pour ça que je l'ai gardé en dernier, parce qu'elle va détruire tout ce qui a été dit, qui s'appelle « Se libérer de la domination des chiffres ». Voilà. Alors, est-ce qu'au bout de ces 3 interventions, vous avez l'impression qu'on est dominé par les chiffres? Et surtout, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est premièrement possible? Deuxièmement, bénéfique de s'en libérer? Merci beaucoup. Bonsoir à tous tout d'abord et merci beaucoup pour cette question et pour cette invitation. Alors, est-ce que c'est possible et est-ce que c'est souhaitable de se libérer de la domination des chiffres? Ça, oui, je pense et j'espère pouvoir vous donner quelques points d'accroche sur cette question-là et essayer d'approcher la question du rapport entre les chiffres et l'essentiel autour de quelques petits points sur le sens et la portée des chiffres. Et je vais être en fait assez dans la droite ligne. J'ai beaucoup de points communs, vous verrez, avec Cédric Villani au fond, sauf sur un point, mais on verra si on a l'occasion d'en reparler. D'abord, un point de constat, mais que je vais essayer de pousser un peu, c'est les chiffres sont devenus notre langage privilégié pour décrire, mais aussi pour agir. C'est un constat d'époque que fait Alain Supiot, qu'a fait Alain Desrosières aussi avant lui. Mais il ne faut pas s'y tromper, c'est une évolution qui a des racines profondes. La première, je dirais, la place prise par l'économie dans la société, parce que l'appréciation de la valeur repose sur une unité directement quantitative en économie, l'argent, la monnaie. Donc ça facilite l'entrée du chiffre dans la société. La deuxième, et ça va peut-être vous surprendre, c'est la démocratie et l'affirmation des droits des hommes et des femmes. Parce que, rompant avec la société des ordres et avec l'idée d'un pouvoir héréditaire, la démocratie, elle instaure en fait, progressivement, l'équivalence une personne égale une voix. Et donc, le décompte des voix comme mode d'accès privilégié au pouvoir. C'est ça la démocratie. Les chiffres jouent donc un rôle essentiel dans le fonctionnement démocratique. Et d'une certaine manière, une société ouverte et démocratique, là je me réfère à un philosophe comme Karl Popper, va de pair avec des modes de classement, en particulier du mérite, les plus objectifs possibles. On peut donc comprendre la part qu'ont pris les chiffres et la mesure dans nos sociétés. Et pourquoi, parmi les 10 catégories qu'avait retenues Aristote pour qualifier ce qui se produit, la substance, la qualité, la relation, il y avait la quantité aussi. La quantité, la quantification, c'est un peu imposé comme une catégorie privilégiée, réputée permettre de rendre compte de toutes les autres dans le contemporain. Pour qualifier la douleur, aujourd'hui, votre médecin il va vous demander sur une échelle de 1 à 10 où vous vous situez. Il y a un siècle, je n'aurais jamais pensé à faire ça. Ce faisant, et c'est ce premier point sur lequel je voulais attirer l'attention, on bascule un peu de problèmes philosophiques paradigmatiques, pour envoyer un vocabulaire de philosophie. Dans les années 60, il y a 2 livres qui paraissent. Ils sont des livres un peu phares. Les mots et les choses de Michel Foucault et Le mot et la chose de Willard Grind. Ils sont les 2 courants de philosophie qui illustrent les 2 courants de philosophie un peu rivaux, la philosophie analytique et la philosophie critique, et qui désignent le rapport entre les mots et les choses comme le sujet sur lequel le philosophe doit se pencher. Est-ce que les mots rendent bien compte des choses? Aujourd'hui, on est face à un autre problème paradigmatique. C'est est-ce que les chiffres rendent bien compte des faits? Alors moi, je ne parle pas trop de choses parce que aujourd'hui, les chiffres portent pas uniquement sur des choses comme la Terre, mais beaucoup sur des faits comme nos opinions.
Et je reviendrai pas, c'est pas l'occasion ici de discuter de cette terminologie-là, mais il me semble que la notion de fait rend bien plus compte d'une gamme bien plus large de choses, et qu'il n'est pas nécessaire de s'en remettre à la typologie durkheimienne, de considérer les faits sociaux comme des choses. Donc c'est une position aussi. Donc on est face à un problème qui est aujourd'hui, quel rapport il y a entre les faits et les chiffres? Est-ce que les chiffres rendent bien compte des faits? Et c'est mon deuxième point, face à ce problème-là, nous sommes plutôt mal armés, mal outillés. Alors, parce que le langage des chiffres, celui du statisticien, du sondeur, de l'économiste, de l'expert comptable, il a la particularité par rapport au langage des mots, d'être très facilement compréhensible d'une langue à une autre, mais aussi de compter très peu de lettrés. On se trouve très majoritairement dans une situation de communication asymétrique entre des énonciateurs, sachants, et des récepteurs, celui qui lit le sondage, non sachant, ce qui est l'occasion de profonds malentendus et d'inférences, ce qu'on appelle des inférences trompeuses. Et Cédric Villani en a aussi un peu parlé. 2 exemples que je vais vous donner, qui sont, je pense, assez parlants. Lorsque l'on dit, alors ça c'est aussi parce que je fais de l'économie et de la comptabilité, pour l'année 2019, le taux de croissance en Éthiopie a été de 6,8% et le taux de croissance de la France a été de 1,7%. Un récepteur non averti, non lettré, il se dit, bon, donc l'Éthiopie a fait 4 fois mieux que la France, grosso modo. En réalité, vu la différence de richesse entre ces deux pays, les 6,8% de croissance, ils valent $50 par habitant en Éthiopie. Et les pauvres 1,7% de croissance de la France valent $705 de plus par habitant en France. Donc 15 fois plus. De même, deuxième exemple, on juge du niveau de croissance sur une échelle de temps, l'année, qui est très limitée. Ça rejoint les problématiques du GIEC. Et il me semble que si l'on voulait, pour initier un peu des questions de débat, mettre d'accord les économistes et ceux qui travaillent sur les questions climatiques, il faudrait qu'ils travaillent sur la même horizon temporelle, c'est-à-dire au moins 70 ans. Et les économistes pourraient peut-être prendre en charge les problématiques environnementales autrement. Parce que on pourrait, ce faisant, bien comprendre que les taux de croissance se composent dans le temps et se lisent après inflation. Autrement dit, quand on dit en France, la croissance, toujours la même année 2017, il y a eu 1,7%, on pourrait tout aussi bien dire, en 2019, le PIB après inflation est sur une tendance de doublement en 43 ans. Est-ce que c'est tout à fait équivalent? C'est-à-dire que notre richesse va doubler en 43 ans avec 1,7% de croissance. Au travers de ces 2 exemples, on perçoit comment la simple lecture, présentation différente de données complètement inchangées. Là, j'ai rien changé au calcul du PIB. Je ne suis pas rentrée dans la question de savoir s'il était mal calculé. J'ai juste présenté autrement les données. Eh bien, donc avec les mêmes chiffres de base, mais en les mettant dans un contexte différent, c'est-à-dire en les projetant sur un temps plus long, en les rapportant aux populations, ça donne à lire le monde différemment. Ça induit d'autres perceptions, mais aussi, notamment des perceptions sur la question du déclin, mais aussi d'autres décisions. Ça amène aussi d'autres perspectives en termes de décision. Donc, cette question de l'illettrisme par rapport aux chiffres est une question qui me paraît vraiment importante à mettre en avant. C'est la tâche du philosophe et pour Wittgenstein, dans les investigations philosophiques, de clarifier des malentendus provoqués par l'usage des mots. Je dirais que le philosophe a aujourd'hui fort à faire avec les malentendus provoqués par l'usage des chiffres. Et qu'il faut vraiment veiller à ce point
C'était mon deuxième point. Pour troisième point, je voudrais insister plus particulièrement sur un malentendu selon lequel les chiffres seraient objectifs par nature et équivalents au nombre. Alors, j'ai écouté avec attention Cédric Villani qui n'a pas fait cette assimilation. Le point sur lequel on n'est pas en accord, c'est que je ne pense pas que le monde soit régi par des nombres, mais tout le reste de ce qu'il a dit est parfaitement, à un moment il l'a dit, mais c'était en passant, était parfaitement cohérent avec ce que je voudrais vous dire. C'est que par-delà la question de présentation, de malentendus sur les chiffres, c'est la question de la conception des chiffres selon laquelle ils seraient en correspondance immédiate avec la réalité, porteurs d'une vérité objective qui ne serait pas liée à un cadre de référence. Eh bien, c'est ce qui transparaît en particulier dans la confusion faite souvent entre le terme de chiffre et le terme de nombre. Or, des philosophes et mathématiciens aussi différents que Descartes et Russell sont clairs à ce propos, Platon aussi, hein, mais il n'est pas mathématicien. Ce ne sont pas les mêmes concepts, pas les mêmes outils, pas les mêmes univers de référence qui sont mobilisés dans la science des nombres et dans la mesure ou dans le calcul. La science des nombres, elle tire sa force de l'absence d'adhérence avec le réel, du fait qu'elle opère in abstracto, du fait qu'elle opère par raisonnement. C'est ce que nous a dit Cédric Villani, c'est ce que nous dit Descartes aussi. Ouais. Prévu une citation, mais comme Cédric Villani en a longuement parlé. Les chiffres, au contraire, ne sont pas des entités théoriques qui valent par leur absence de lien avec le réel, mais des grandeurs mesurées ou des quantités calculées qui visent à rendre compte du réel pour y adhérer le plus possible. Or, le monde n'étant pas par nature un monde de chiffres, on n'est pas dans un monde de pythagoriciens, on n'est pas un ensemble de chiffres en face de moi. Des entités bien plus complexes que ça. On ne peut pas aboutir à des chiffres sans avoir recours à un ensemble de conventions définitionnelles pour savoir ce que l'on va mesurer, dans quelle perspective, avec quel étalon de mesure. Et donc, il est besoin d'avoir des conventions pour obtenir des chiffres, notamment pour obtenir quelque chose comme le mètre. Vous voyez, on a choisi une convention, une mesure, une part d'une mesure de la Terre. Je peux donner l'exemple du calcul de l'inflation. Il faut savoir, pour calculer l'inflation, il faut définir ce que c'est qu'un bien, arriver à mesurer l'évolution du prix de ce bien, mettre tous les prix des biens ensemble dans un indice composite qui est censé refléter la position d'un ménage moyen, qui là aussi est un ménage conventionnel, avec régulièrement des querelles statistiques. Il y en a eu dans les années 90 aux États-Unis, il y en a eu dans les années 2000 en Europe au moment du passage à l'euro. Donc, ce recours à des conventions, à des normes, il est nécessaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de vérité dans les chiffres, mais que cette vérité, elle est construite par rapport à un certain référentiel statistique, économique, comptable, par rapport à des modèles. Et c'est le dernier point sur lequel je voulais arriver, c'est que ces normes, ces modèles qui servent à produire les chiffres, eh bien, elles méritent au plus haut point notre attention. Car c'est en quelque sorte là que tout se joue, là que ça se passe en tout cas, dans les manuels statistiques, dans les normes comptables qui déterminent ce que l'on va refléter du réel et qui le façonnent en retour. Or, ces conventions, elles peuvent avoir mal vieilli, elles peuvent se révéler limitées, elles peuvent même être parfois biaisées. Alors, je vais vous donner un exemple. L'exemple qui m'est le plus cher, c'est celui de la comptabilité. Moi, c'est un sujet sur lequel je travaille depuis plus de 20 ans maintenant pour montrer les limites du cadre comptable tel qu'il a été conçu à la Renaissance et qui... Alors, moi, je parle de la comptabilité des organisations, pas de la comptabilité nationale qui mesure le PIB, qui fait que dans l'entreprise, on ignore la valeur du travail.
Le travail est une charge, une dette, mais jamais une valeur. Qui fait que dans l'entreprise, on considère que à chaque clôture de compte, l'entreprise doit se mettre en position d'être, non pas de poursuivre son activité, mais de faire comme si elle devait être vendue. Il y a le cas des normes actuelles, et moi je suis une servante partisane, et j'ai un modèle à ce propos-là, d'une évolution des normes comptables internationales pour faire en sorte que les organisations, les entreprises, les États, mais les associations, aient des normes comptables qui reconnaissent la valeur du travail et qui situent les organisations dans une perspective de long terme et non pas de cession de leur activité, ce qui est le cas actuellement. Deuxième biais, les modèles qui servent à faire fonctionner les marchés financiers. Alors ça, Benoît Mandelbrot a écrit là-dessus avant la crise de 2007. On a des modèles qui donc servent pour les acteurs qui choisissent quels investissements sont faits sur les marchés financiers, qui sont des modèles, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais dits gaussiens, c'est-à-dire dans lesquels on fait comme si les faits extrêmes n'allaient pas beaucoup arriver. Or, il se produit des faits extrêmes. Et ces faits extrêmes, c'est ce qui entraîne les cracks. Et donc, on a des modèles qui sont massivement utilisés, mais qui sous-estiment les risques réellement encourus sur les marchés financiers. Faute scientifique. Et pourtant, on continue. Dernier exemple, très simple et qui concerne la démocratie. Sur donc les chiffres et l'essentiel, c'est une question vraiment qui peut nous amener à des choses très diverses. En démocratie, les régimes électoraux reposent sur différentes manières de composer les suffrages. Ça peut aller de la proportionnelle intégrale, en Allemagne, au suffrage majoritaire à 2 tours par circonscription, c'est le cas en France, c'est un peu différent aux États-Unis, un peu encore différent au Royaume-Uni. De cette manière différente de composer des voix, d'agencer, de composer, de traiter des unités, il va résulter des compositions des chambres différentes et des politiques différentes. Donc, pour que vous dire la fin de ce livre, Se libérer de la domination des chiffres, qui est un livre de 2020 et 2022, le problème, me semble-t-il, n'est pas de mettre de côté les chiffres, mais c'est de se libérer de leur domination. Et au fond, de comprendre que les chiffres n'existent pas en dehors de nous. C'est bien une représentation nationale qui décide de la loi électorale. Ce sont bien le Parlement et le Conseil qui décident des normes comptables applicables en Europe. Ce sont bien des enceintes statistiques internationales qui décident de la manière dont on décompte le PIB, et rien n'interdirait de présenter la croissance comme je vous l'ai présenté. Donc, nous avons du pouvoir sur ces chiffres et sur la manière dont ils sont conçus. Et pour essayer de répondre à votre question sur l'essentiel, je ne pense pas qu'il soit souhaitable que les chiffres essayent d'aller sur des choses aussi essentielles que le bonheur. Parce que, en tant que philosophe, il me semble qu'il peut être peu utile d'investir de l'argent, de statistiques publiques pour mesurer le bonheur. Parce qu'une fois qu'on aura mesuré le bonheur, je me demande quel usage un politicien va en faire. Si le bonheur baisse, qu'est-ce qu'il va faire ? Donc, personnellement, je pense qu'en tant que, donc sur le plan philosophique, étendre le champ de la quantification n'est pas la voie à retenir. En revanche, essayer d'utiliser, de faire en sorte que chacun puisse s'approprier mieux comprendre les chiffres. Oui, ça c'est une voie qui est démocratique, qui me paraît essentielle pour aujourd'hui. Et enfin, dernier point, pour les clercs, les lettrés, la représentation nationale, et j'espère qu'ils sont de plus en plus nombreux, veiller à ce que les cadres de référence, les modèles, soient retravaillés régulièrement pour être les moins faussés, biaisés possibles. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Évidemment, on aurait je ne vais pas poursuivre parce qu'il y a
toutes sortes de questions, j'en suis sûre. Je vais illustrer votre propos par une petite boutade. Le seul État qui mesure le bonheur, c'est le Bhoutan, qui mesure le bonheur national brut et qui effectivement correspond à une réalité très intéressante, sauf qu'avec la fonte des glaces de l'Himalaya, ce Bhoutan est l'État le plus menacé et risque de disparaître. Donc, ça donne une mesure de la relativité du bonheur. Pardon. Je suis sûre qu'il y a tout à fait d'autres questions. Vous voyez bien que dans une séance comme ça inaugurale, on traverse vraiment les sujets. On a essayé de faire un fil rouge qui était donc, comment dirais-je, du chiffre à la valeur. Sauf que vous ne nous dites pas, en fait, comment, chère Valérie, du coup, on peut mesurer la valeur autrement qu'avec les chiffres. Mais je pense que pour ça, il faut lire votre livre et on va le faire avec grand plaisir. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci. C'est une question qui est adressée à Jean-Daniel Lévy. Est-ce que vous pourriez nous dire assez simplement comment se fabrique la formulation des questions que vous posez? C'est-à-dire, est-ce que c'est une équipe de 2, 3, 4, 5 personnes? Est-ce que ça inclut les personnes qui ont commandé l'étude? Et est-ce que vous mesurez parfois les différences de réponses en fonction de 2 formulations très proches par des chiffres? Tout dépend en fait en gros du questionnaire. Tout dépend du questionnaire. Il y a soit des personnes qui sont chargées d'études ou directeurs d'études de chez moi qui sont en relation avec le client et qui formulent les questions. Soit des aspects pour lesquels il y a des aspects un peu plus sensibles et où en fait plusieurs a été être amenés à travailler dessus et avec un côté autocratique de ma part qui fait que c'est moi qui prends la décision finale de la formulation. Et pour être peut-être un peu plus sérieux, il y a 2 aspects. Il y a les enquêtes qui peuvent être des enquêtes à vocation de publication et il y a des enquêtes qui ont vocation à rester confidentielles. Pour les enquêtes qui ont vocation à être publiées, il y a un échange qui parfois peut être musclé avec nos clients sur la formulation de la question et qui peut même, et ça m'est déjà arrivé, refuser de poser une question telle qu'elle m'était proposée par un client et même ne pas mettre fin au marché parce que la manière dont le client souhaitait que nous posions la question ne correspondait pas à l'éthique que je me faisais de notre métier et était de nature, qui plus est, à remettre en cause potentiellement la marque ou l'image de marque d'Aris Interactive. Donc ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, encore une fois, ça n'est pas une science exacte. Et la formulation, et j'en reviens d'ailleurs au deuxième point, fait qu'on fait, et on fait même très fréquemment, des expériences pour essayer de voir ce que peut être l'incidence. Et les incidences sont multiples. Nous, on prend souvent l'exemple de se dire que c'est un peu comme lorsqu'on fait un test ou une mesure avec, par exemple, un précipité ou une pipette. À partir du moment où vous mettez la pipette dans le précipité, il y a un trouble qui se crée. Donc, le simple fait de poser une question et d'aller chercher des personnes fait qu'il y aura un biais. On le sait. On essaie de faire en sorte que ce biais soit le plus minime possible. Mais quoi qu'il en soit, le biais peut exister à travers la formulation de questions, à travers l'ordre des questions. Quand on pose une question 1, 2, 3, 4, l'ordre peut avoir une incidence. Le fait d'ajouter ou de supprimer un mot, voire même le fait de demander est-ce qu'on est tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord ou pas d'accord du tout, ou de dire est-ce que vous n'êtes pas d'accord du tout, plutôt pas d'accord, plutôt d'accord ou tout à fait d'accord, ne serait-ce que l'échelle de réponse peut avoir une incidence sur le chiffre qu'on obtient au final. Pour être un peu taquin, pour vous dire les expériences qu'on peut être amené à faire, je vous laisserai deviner de qui il s'agit. Nous avons par le passé proposé à 2 échantillons de Français tout à fait représentatifs les mêmes
politique publique qui pouvait être déployée, en demandant est-ce que vous êtes favorable ou pas favorable à cette politique publique. Pardon, une seconde, en fait, le fait de mettre le nom d'un responsable politique ou de ne pas mettre le nom d'un responsable politique faisait qu'on avait 20 points de différence dans l'appréciation des réponses qui pouvaient être données. Oui. Très bien, j'ai entendu le message. Merci. Christophe Dubonnet, président du comité économie d'IESF, ingénieur et scientifique de France. Alors, félicitations pour ces 3 aspects très complémentaires. Entre le mot chiffre et le mot données, il y a quand même quelque chose d'important. Alors, vous savez très bien, chacun dans votre spécialité, que nous orientons vers un nouveau paradigme. Et ce problème de la donnée, alors Madame Valérie Charol, vous nous disiez ne pas être esclave du chiffre, ne pas être dominé par le chiffre. Encore moins ne pas être dominé par une donnée qui est dans un grand pourcentage faux. Donc, c'est-à-dire qu'on va s'orienter avec le nouveau paradigme de la data dans quelque chose d'encore plus compliqué. Voilà. Mais je suppose que vous y avez pensé. On va peut-être prendre 2 questions. Si vous me permettez, il faut surtout pas perdre. Je connais mes compagnons, donc ils ne perdront pas la première, mais voilà. Hervé Chteves, je suis neurobiologiste. En fait, ne vous semble-t-il pas que tout dépend de ce que vous mesurez? C'est-à-dire, il y a des chiffres qui sont vraiment essentiels. Si vous mesurez la température de quelqu'un, 37 degrés, c'est la référence. Et si vous passez à 42, la personne est morte. Et ça, c'est un chiffre tout à fait réel, essentiel. Et il y a d'autres chiffres, comme vous l'avez illustré pour certains sondages, qui ne veulent pas dire grand-chose selon la formulation. En fait, tout dépend de la contrainte. Tout dépend dans quelle mesure vous êtes contraint ou vous n'êtes pas contraint. Et donc, il y a des systèmes physiques qui font que les chiffres donnent quelque chose d'essentiel. On voyage en avion, les trains arrivent à l'heure et on envoie des satellites sur la Lune. Et puis, il y a des domaines où la flexibilité des contraintes, peut-être qu'en plus de la viscosité, il faudrait parler de la flexibilité, font que ce qu'on mesure ne veut peut-être pas dire grand-chose. La question sur les données d'abord peut-être. Valérie ? Rapidement, hein, le big data, c'est effectivement ce qui nous est présenté comme une révolution par la quantité de données qu'on va pouvoir traiter, la quantité d'informations entrantes. C'est lié au fait qu'on a les informations sont mises en réseau, sur les réseaux notamment numériques, et au fait qu'on a des ordinateurs beaucoup plus qui vont beaucoup plus vite et des processeurs beaucoup plus gros qu'avant. Après, ça ne change pas, me semble-t-il, le diagnostic, hein, comme vous le disiez. Je pense c'est que si c'était faux avant, ce sera toujours faux après. Et le problème, c'est qu'on risque avec le big data ça crée une illusion, ça attire, mais on risque de encore moins facilement savoir comment traiter les erreurs parce que les systèmes sont encore moins facilement compréhensibles par un humain non expert. Et juste pour réagir à une remarque de monsieur, de la seconde remarque sur la température, la croissance, c'est un peu comme si chaque année, votre médecin vous disait il faut que votre température augmente et si possible un peu plus que l'année dernière. Sur l'IA, on reviendra à l'IA dans la dernière séance. Enfin, non pas que ça soit le même sujet que le bonheur, mais c'est parce qu'on complétera avec l'ensemble, des choses les plus récentes. Ah oui, pardon. Heureusement que nous avons un brillant directeur. Un mot sur les données, Alexandre ? Oui, en fait, toujours dans le cadre comptable, c'est vrai que quand je disais sur les fonctions comptables de la comptabilité, donc sur
comment on prend en compte, comment on cadre, ça permet de distinguer la donnée, parce qu'on est balayé par des données qui sont en elles-mêmes. La donnée, on n'en fait pas grand-chose. Il faut la distinguer de l'information qui est de la donnée qui a du sens. On fait des choix en fait de données pertinentes, voire on réoriente des données qu'on n'avait pas. C'est-à-dire qu'il y a plein de données et puis il y en a qui n'ont pas de sens en fait et il faut en retrouver. Donc il y a donc l'information qui est à distinguer de la connaissance, qui est de l'information en fait qui sont connectées ensemble pour obtenir quelque chose. Et on revient à cette question de pourquoi on pose des chiffres. Pourquoi est-ce qu'on va poser des valeurs, des grandeurs et des ordres de mesure? Et quel est le sens de la comptabilité? C'est de passer de la donnée justement à la connaissance. Et le problème, c'est que justement, on essaye parfois de trouver de la connaissance directement dans la donnée, alors que par construction, la donnée n'a pas de sens. Justement, il faut le créer. Et il faut derrière créer en fait la connaissance. Et c'est un peu, par exemple, par rapport à la question de la température, oui, c'est chaque valeur doit être mise en perspective avec ce que l'on veut faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, historiquement, on s'est bien rendu compte qu'il y avait plus chaud et plus froid. Ça c'est clair. À partir de là, pour arriver aux échelles, les échelles en plus, l'échelle Kelvin, l'échelle Fahrenheit, l'échelle Celsius, comment est-ce que ça a été calibré, etc. Donc bon, d'ailleurs, il y a un certain nombre de conventions. Il y a eu donc maintenant, ça s'utilise et toujours dans des perspectives qui à la fois correspondent à des éléments qui sont substantiels parce qu'on veut faire quelque chose et il y a un intérêt fondamental. Et derrière, prendre des ordres de grandeur, comme le rappelait Cédric Villani, c'est-à-dire que par exemple, connaître la millionième décimale de racine de 2 n'est pas forcément intéressant selon les époques. Mais de la même façon, une température, qu'on soit à 37,2371 ou 37,23, ne va pas changer forcément grand-chose dans le diagnostic. Donc en fait, toute la question est justement de savoir, d'avoir les ordres de grandeur qui correspondent à ce que l'on veut faire. En fait. Voilà, c'est la mise en perspective avec qu'est-ce que l'on veut faire avec. En fait. Juste pour compléter, je suis entièrement d'accord avec votre dernière phrase, c'est la question de la mise en perspective. Et nous, professionnellement, on est, par rapport à la différence entre le chiffre et la donnée, face à des clients qui nous disent nous sommes submergés par la donnée. Submergés par la donnée, et donc on n'arrive même plus à pouvoir les mettre en perspective ou à pouvoir trouver le sens qui en découle. Merci. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là. Et je vous prie de m'excuser parce que vous avez peut-être remarqué que je n'étais pas au mieux de ma forme, donc je commence à vous voir double. Ce qui, évidemment, dans cette, comment dirais-je, salle est tout à fait féerique. Alors, j'ai plein de regrets parce que je n'ai pas demandé, par exemple, à Jean Daniel ce que c'était que la magification des chiffres. J'ai dit qu'il avait ça. On n'a pas creusé quand même la viscosité. Hein. Ça, c'est parce que Cédric est parvenu. Ça, c'est quand même diablement intéressant. Moi, j'ai aussi, je suis frustrée aussi sur les inférences. Je trouve plus. Voilà, les inférences trompeuses. Ça, j'adore. C'est tellement mieux que les mensonges, franchement. Donc, voilà, je veux dire, les mensonges, ça vous culpabilise tout de suite. Ça vous met immédiatement dans le judéo-christianisme. Mais non, j'ai commis une inférence trompeuse. Hein, c'est d'un poétique extraordinaire. Et puis, c'est vrai que on fera avec les autres séances, on continuera, mais on aurait pu complètement inverser, c'est-à-dire comment peut-on mesurer sans les chiffres? Et c'est un peu finalement la question que j'aurais envie de poser à Valérie. Alors, notre prochaine séance, voilà, j'avais dit qu'elle lâcherait. Et le 4 mars, on va mesurer la nature. On a commencé un peu. Donc, vous pouvez tous revenir, évidemment le public, mais vous deux particulièrement, puisque c'est aussi un de vos sujets. Il y aura des représentants du Muséum d'histoire naturelle et aussi des spécialistes de la mesure. Voilà, bah, écoutez, j'ai eu l'impression que cette première séance, vous avez mobilisé. Sadi et toute l'équipe, que je remercie beaucoup, de l'IEA, nous vous remercions de votre présence, de la qualité de votre attention. Au 4 mars.